sommes particulièrement heureux à l'Association de culture berbère de recevoir aujourd'hui Akila Kizi pour son très beau et très important livre consacré à Marie-Louise Taos Amrouche, qui est sous-titré Passion et déchirement identitaire, paru chez Fauve en 2019. Petite annonce d'entrée de jeu, c'est que ce livre est disponible bien entendu à l'ACB, mais surtout chez notre partenaire, la librairie Les Maronites, qui se trouve rue des Maronites. Et vous pouvez le commander ou le trouver chez notre partenaire. Alors je disais que ce livre est important parce que il y a une démarche originale, ce n'est pas une biographie en stricto sensu, même s'il y a bien évidemment beaucoup d'éléments biographiques qui sont dans le livre, mais c'est d'abord avant tout la démarche qui est de contextualiser finalement un parcours, une œuvre, une écriture, de contextualiser à plus d'un titre dans sa dimension bien entendu historique, l'Algérie coloniale, kabyle, et en l'occurrence famille kabyle chrétienne, contextualisée aussi dans le cadre de l'expérience de l'exil, puisque la famille, mais aussi Taos Amrouche, a vécu l'exil à plus d'un titre, nous y reviendrons. Et tout ceci nous permet de montrer, je crois, et c'est peut-être le plus important encore, l'extrême contemporanéité de Taos Amrouche, l'extrême actualité de Taos Amrouche, et ce à plus d'un titre. Elle est importante aujourd'hui, elle est moderne aujourd'hui, elle a à apprendre à nos contemporains, que ce soit sur le thème de l'identité, qui est un thème aujourd'hui transversal, que l'on retrouve dans toute création aujourd'hui, que ce soit le cinématographique, théâtral, etc., sur le thème de l'identité, sur le thème de la revendication identitaire, aussi culturelle, en l'occurrence berbère, et on verra aussi son importance non seulement en Algérie, mais peut-être aussi en France, sur la place de la femme. Et là, on verra son actualité, voire peut-être même encore son effet sulfureux, ce poids de dynamite qu'elle porte encore aujourd'hui, pour paraphraser Katé Kassim. Et bien entendu, ce dont je parlais aussi en introduction, sur l'exil. L'exil qui aujourd'hui, il n'y a pas un film, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une scène, une pièce de théâtre, il n'y a même pas des activités artistiques, danse et autres, qui ne parlent pas de l'exil. Et cette femme qui est née en 1913 parle de tout cela dès les années 30. Alors, Akila Kizi, vous êtes docteur en littérature francophone et études du genre. Vous êtes membre du LEGS, c'est pas la jambe, hein, c'est le laboratoire d'études de genre et de sexualité. Vous avez pour champ de recherche la littérature francophone, le genre et la francophonie au Maghreb et dans les Caraïbes, le genre et l'art au Maghreb et les écritures des interstices. Alors, première question d'un béotien, d'un ignorant, même si j'ai dit interstices, c'est quoi les écritures des interstices? Alors, pour commencer, je remercie d'abord l'ACB pour cette occasion de parler de ce livre, de le présenter. Je remercie aussi les membres de l'ACB, notamment Moustapha, pour cette excellente présentation. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce que j'appelle les écritures interstices, c'est ce qui traverse, transgresse et fait paraître un nouveau genre, contextualisé historiquement, culturellement, et plus encore du genre. Et ça peut s'appliquer à certaines écritures de l'exil, à certaines écritures hybrides, et c'est ce que j'applique en fait dans les monographies de femmes sur lesquelles je travaille, où j'ai travaillé notamment sur celle de Taos Amrouche et bien d'autres qui vont venir. Et c'est un champ nouveau dans le monde universitaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de termes, on a du mal à définir pas mal de ces écritures, exilique, l'immigration, interstitielle, etc. Mais voilà, est-ce que moi, je dois vous avouer que c'est la première fois. Oui, c'est pas si nouveau que ça, parce que les Américains, dans la langue anglaise, ont déjà travaillé et travaillent encore sur ce champ d'écriture. Sauf qu'en France, il y a une certaine rigueur, il y a des règles à respecter dans l'écriture, et donc, notamment, l'écriture francophone, qui suit un modèle qui est centré, franco-français, on va dire, qui est réglé, normé par le centre, on va dire. Donc,
le modèle de l'écriture des interstices existe bien évidemment ailleurs. Et il commence à émerger aussi dans les universités françaises et dans, chez certains spécialistes. Alors ce livre, dont il va être question aujourd'hui entre nous, il vous a demandé 6 ans de travail. C'est ce que j'ai entendu sur un podcast qui a été fait par 2 jeunes filles sur la plateforme Éclosion, je crois. Très bon podcast. 6 ans de travail, d'études, de recherche. Mais a priori, au début, ça n'a pas été évident d'imposer Marie-Louise Taos-Ambrouche comme sujet de recherche. Quel intérêt? Est-ce que une question subsidiaire à cet aspect purement factoriel, est-ce que, en dehors de certains centres spécialisés, la recherche sur le monde berbère est difficile à l'université française ou pas? Bon, en tout cas, déjà, les difficultés que vous avez rencontrées, vous, pour imposer ce sujet. Oui, je rappelle que c'était dans le cadre de recherche doctorale, donc à l'époque, il y a quelques années déjà. Il y avait des réticences à certains sujets, notamment à des sujets comme, par exemple, travailler sur des figures qui appartiennent à la même culture ou à la même société que celui qui est le chercheur ou la chercheuse qui les entreprend. Donc il y avait, plus maintenant, parce que maintenant on peut imposer certaines recherches d'un point de vue subjectif. Il y a des études des émotions, des émotivités, des subjectivités, etc., qui commencent à émerger dans les champs de recherche, alors que quand j'ai commencé donc ces recherches doctorales, il était un peu difficile de parler d'un point de vue subjectif. On a tout le temps peur d'être subjectif dans nos recherches, dans les propos qu'on va tenir dans ces recherches. Voilà donc la principale difficulté à l'époque. À propos de subjectivité, une dernière question de forme. C'est un livre qui, bien évidemment, respecte les canons académiques. C'est un livre qui respecte toute la méthodologie de la recherche universitaire, appareil de notes, citations. Vous avez, je crois, plus de 20 pages de bibliographie, etc. Et pourtant, il y a une dimension émotionnelle dans ce livre. Il y a en même temps, effectivement, cette rigueur scientifique, et en même temps une dimension émotionnelle qui est palpable, en tout cas que j'ai moi perçue à la lecture. Et je me suis dit, mais, parce qu'en plus c'est écrit de manière tout à fait limpide, c'est bien écrit, je veux dire, c'est abordable pour le grand public, tout en respectant effectivement cette dimension académique et universitaire. Et puis il y a cette dimension où on sent bien l'empathie ou l'affection, peut-être davantage, que vous avez pour votre personnage. Alors comment vous avez réussi finalement, est-ce que c'était conscient ou pas, réussi finalement à faire à la fois œuvre d'universitaire, mais aussi peut-être de femme qui est en phase avec son personnage? Vous avez raison, car au début donc, de ces recherches, quand j'ai commencé mes recherches à propos de cette femme, de ce personnage, j'avais en tête cette objectivité scientifique donc, qui m'empêchait d'être entièrement, complètement dans le sujet ou de le traiter d'un point de vue si personnel ou si subjectif. Puis ensuite, vers la fin de ma thèse, j'ai commencé donc à présenter mes travaux, ces recherches, à des colloques, à des conférences internationales, et où, notamment aux États-Unis et en Angleterre, et où la dimension subjective était demandée, au fait, par le public universitaire et autres qui écoutaient. Pourquoi? Parce que dans certaines aires culturelles ou dans certains pays comme l'Amérique ou les États-Unis ou le Canada ou l'Angleterre, il n'est pas... On peut faire les deux, c'est-à-dire mélanger l'objectivité scientifique avec cette subjectivité ou cette empathie dont vous parlez qu'on peut avoir pour son sujet. Et il se trouve que je me suis posé la question de faire les deux finalement et de l'assumer scientifiquement et académiquement. Et lors de la soutenance donc, de ma thèse de doctorat,
une des membres de jury donc, que je connaissais, parce qu'elle était dans mon université, elle appartenait aussi au même laboratoire que moi, et donc qui m'a fait une remarque qui rentre dans cette règle de devoir mélanger les deux, de mêler l'objectif au subjectif, et le subjectif, faire jouer le subjectif dans cette objectivité scientifique. Donc, bien évidemment, j'ai défendu mon travail et mon choix académique, et ça passe, ça a passé. J'ai eu les félicitations, et j'ai eu aussi la mention très honorable pour ce travail. Donc, ça commence à changer. Je ne dirais pas que je suis la pionnière qui l'a fait, mais je peux dire que pour les travaux de recherche dans le département où j'ai fait ma thèse et dans l'université de Paris 8, j'étais vraiment la première à avoir mêlé ces deux angles de subjectivité et d'objectivité, d'empathie et de rigueur scientifique académique pour ce travail, et ça a bien marché. Oui, ça marche tellement bien que je pense que l'un renforce l'autre. Les deux aspects de votre travail, de votre ouvrage, à la lecture, on sent un parti pris, un choix, une empathie, et rien ne vient contrarier par des arguments fallacieux ou autres. Tout est argumenté, tout est posé. Non, je pense qu'effectivement, il y a une vraie synergie là dans ces deux dimensions. Et ce qui rend le livre encore plus agréable et peut-être plus important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être qu'il serait important de donner quelques repères biographiques sur Tao Samrouche. Qui elle est, quelle famille, son parcours, pour fournir quelques éléments, quelques cadres de repères aux auditeurs, aux auditrices. Tao Samrouche, on ne peut pas parler de Tao Samrouche sans avoir parlé de sa famille, de ses parents. Donc l'histoire de Tao Samrouche est intimement liée à celle de sa famille, notamment à celle de ses parents. Ses parents, donc, pour introduire Tao Samrouche, il faut donc parler de cette famille, des deux parents, Belkacem Amrouche et Fatma Mansour Amrouche. Donc, chacun a son histoire. Ça va faire très long pour parler de l'histoire familiale, mais juste pour introduire, donc, Taouès est né à Tunis, en Tunisie, en 1913, de parents kabyles, Belkacem Amrouche et Fatma Mansour Amrouche. Les deux parents ont quitté la Kabylie donc, au début du siècle dernier, vers 1910. Pourquoi quitter la Kabylie? Parce que les conditions de vie n'étaient pas complètement offertes aux parents pour y vivre. Et puis, il y a aussi un autre aspect, leur conversion au christianisme a beaucoup joué dans cette décision de quitter et de s'exiler en Tunisie. Donc, il y a ces prémices donc, qui présentent l'avenir de cette famille, notamment les enfants, les plus connus, Taouès et Jean Amrouche. Pour les situer donc, ils sont nés kabyles, dans une famille kabyle, où on parle kabyle, où la tradition familiale tient exclusivement sa racine de la Kabylie natale des parents, et où aussi les parents ont souhaité donner une éducation, notamment une scolarisation à leurs enfants, qui va permettre cette ascension sociale qui n'ont pas eu eux-mêmes, qui ont fait des études, qui ont été scolarisés à l'école française en Kabylie, notamment chez les missionnaires, les Pablos. Donc, Taouès grandit au sein de sa famille, et puis il y a, on va dire, l'ascension de Jean, le grand frère, qui a permis aussi cette formation intellectuelle qu'elle a eue, notamment par les livres, par ce qu'on appelle aussi, au lieu que ce soit le père qui est l'intercesseur, c'est Jean plutôt, le frère, qui permet à la sœur d'atteindre cette émancipation intellectuelle et l'aider aussi dans sa formation intellectuelle. Elle grandit et puis
au cours de sa scolarisation, a décidé donc de suivre la trace de son frère, de ses frères, notamment Jean, qui est venu à Paris. Elle vient en France, à Paris, pour faire des études à la Sorbonne, des études de lettres à la Sorbonne, et où donc elle doit être hébergée dans un pensionnat catholique. Cette expérience va marquer la vie de Tao Sambouche en tant que jeune fille qui quitte sa Tunisie, sa Tunisie natale, qui quitte sa famille et qui rejoint un milieu qu'elle connaît finalement moins bien que ce qu'elle pensait, à travers les livres, mais à travers les auteurs français qu'elle lisait à l'époque. Cette expérience va la marquer aussi sur le plan intellectuel parce qu'elle va la projeter dans un texte qu'elle va écrire de 1934 à 1939 et qui sera publié en 1947 et qui est Jacinthe Noire. Cette expérience donc va la marquer triplement parce que après son retour, son échec d'adaptation ou d'intégration, ce que je réfute dans ce livre, parce que ça a été interprété ainsi, a semé le doute aussi chez Tao Sambouche au point de vouloir comprendre pourquoi cet échec, pourquoi elle n'a pas pu rester dans ce pensionnat, et les raisons, comme je les développe dans le livre, sont multiples. Il y a son refus, au fait, à accepter les conditions posées par les règles du pensionnat, notamment intellectuellement, c'est-à-dire se contenter d'être une jeune fille qui va rentrer dans les règles telles que posées par... Bien évidemment, on doit signaler que c'était un pensionnat catholique. Donc, il y a des règles à respecter, à ne pas transgresser. Et Taos étant un personnage à forte personnalité déjà à l'époque, a transgressé d'une manière ou d'une autre, intellectuellement, ces règles, et sera sanctionné par son renvoi et son retour dans sa famille en Tunisie. Voilà donc ce qu'on peut dire du contexte donc, du début de la carrière intellectuelle de Taos. Puis plus tard, la trajectoire va amener Taos à connaître d'autres horizons européens, français, algériens, kabyles, tunisiens et autres, espagnols principalement, dont on va sûrement développer l'angle de ses recherches sur place. Et puis son interprétation des chants berbères et de Kabylie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Tao Sambouche, peut-être pour la plupart, j'imagine, je ne suis peut-être pas en train de... elle est d'abord plus connue pour ses chants berbères, pour ses fameuses scènes au théâtre de la ville, etc. Et c'est vrai que de 1939, je crois, l'année de sa première scène au Festival de musique sacrée d'Afez jusqu'à la fin de sa vie, en 1976, elle a chanté, elle a porté ses chants, ses paroles kabyles à travers ses chants, et que même si, bon, on ne va pas y revenir après parce qu'il y a tellement de choses dans votre livre qu'on va être obligé de passer à d'autres thèmes, mais les chants, c'est quelque chose de tout à fait central dans l'existence. Ça représente aussi un engagement et peut-être même une interaction entre cette pratique de cantatrice et puis le reste de son œuvre. Donc, quelle place justement tiennent ces chants pour Tao Sambouche? Pourquoi a-t-elle autant été présente depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin de sa vie sur l'aspect chant, sur l'aspect transmission de votre femme, souvent d'ailleurs? Personnellement, je vis la venue de Tao Sambouche au chant berbère par peut-être un événement qui a révélé non seulement son intérêt pour ces chants, pour ce côté qu'il a lié culturellement à ses racines, à sa famille, à sa mère principalement,
Mais il y a aussi un autre aspect qu'elle va connaître plus tard, quand elle va commencer donc à écrire. Plusieurs manuscrits sont restés très longtemps sans être édités. L'écriture devient sa blessure, donc une blessure, et elle va trouver son épanouissement entier et complet dans le chant, donc sur la scène artistique. Et les chants représentent pour elle pas une partie à part, pas un domaine à part de l'écriture, mais ils complètent au fait cette frustration qu'elle avait dans l'écriture à marquer son appartenance, son originalité, son hybridité, sa différence dans l'écriture ou par l'écriture. Donc la scène artistique lui a permis justement de le dire et de donner à voir. Ces chants ou ce patrimoine oral kabyle. Il y a donc dans cela un point de départ, comme vous venez de le souligner, celui de la participation en 1939 au festival des musiques populaires à Fès, sur l'invitation du roi Mohamed V. Et suite à ça, donc jeune fille qu'elle était, elle, bien évidemment avec le manque d'assurance, avec les doutes qui peuvent l'habiter à l'époque, faire une scène dont un habit si traditionnel qui est décrit par sa fille et qu'elle-même décrit. Tout à fait, sa fille Laurence Bourdil. Donc elle peut tituber, elle peut douter, mais la réception du public de ces chants à cette première expérience de la scène donc au Maroc lui a donné au contraire peut-être de nouvelles perspectives, de nouveaux projets à venir, notamment avec la rencontre de Maurice Legendre qui était le directeur de la Casa Velasquez à Madrid, en Espagne, qui l'a beaucoup encouragé, qui était très attiré et très intéressé par les chants, par l'interprétation qu'elle donnait à ces chants, d'où lui est venue donc cette idée de lui faire obtenir une bourse d'études, de recherche, pour qu'elle puisse venir à Madrid et faire ses recherches, chose qu'elle a fait et qu'elle a obtenue. Oui, d'ailleurs, c'est là où l'influence espagnole, ou en tout cas ses recherches en Espagne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est là où l'Espagne intervient peut-être dans sa carrière et dans sa trajectoire. Tout à fait. L'Espagne a joué à plus d'un rôle dans sa trajectoire et dans sa construction intellectuelle, artistique, mais aussi en tant qu'écrivaine. Elle fait la rencontre de plusieurs personnalités sur place. Elle fait des rencontres aussi qui ont permis aussi de lier ou de faire des découvertes concernant ce patrimoine oral berbère d'Afrique du Nord et sur des traces de survivance berbère en Espagne. Donc elle découvre, elle va à la rencontre de personnes, de femmes très âgées, de qui elle tire justement des informations sur les chants traditionnels espagnols, comme le conto hondo, qui est un chant ancien, pratiquement oublié aujourd'hui, mais elle fait donc ses découvertes de certaines ressemblances entre les chants berbères et les chants espagnols anciens. Elle trouve aussi des traces de passages des berbères en Espagne, et sa recherche, c'est dommage qu'il n'y a pas assez de fonds, on va dire, pour s'intéresser, pour les approfondir plus que ça. Je suis plus qu'intéressée de savoir ou de consulter justement ces recherches, en fait, ces archives qu'elle a laissées ou qu'elle
qu'elle a mis peut-être du temps pour en parler sur le plan anthropologique, etc. Mais je serais intéressée aussi de voir les archives sur place de son passage à la Casa Velasquez. Alors ça, c'était l'aspect champ. Maintenant, je vous propose de décliner 4 thèmes qui montrent à la fois l'actualité, la force créatrice et surtout effectivement l'aspect contemporain de l'œuvre et de la vie de Tao Samrouche. Alors les 4 thèmes que je vous propose, ce serait celui de la littérature, bien évidemment. Je n'oublie pas que vous êtes docteur en littérature tout de même. L'aspect femme, l'aspect identitaire, et puis, bien entendu, l'aspect berbérité. Sur la littérature, vous utilisez un concept dans votre livre qui est celui, enfin c'est un concept, et on vous donnez une définition à un concept, celui d'algérianité, et en littérature, vous donnez une définition très très large de l'algérianité en littérature. Alors peut-être déjà si on peut poser le cadre de votre approche. Alors, je suis partie des anthologies qui ont existé, qui ont été faites et écrites par des spécialistes en littérature française et francophone, de la littérature du Maghreb ou d'Algérie ou d'Afrique du Nord en général. Je suis partie de cela et quand j'épluche ces anthologies, je constate des manquements, des ratages quant à la présentation ou la présence, on va dire, la présence des femmes ou la place qu'occupent les femmes dans cette présentation. Elles sont non seulement minoritaires dans ces anthologies, je donne l'exemple sans vouloir trop revenir sur des exemples de ces anthologies, mais elles sont connues des spécialistes. La présence des femmes, elle est minorée, et il y a aussi les aspects dans lesquels on a classé ces femmes. Je donne l'exemple de deux de ces femmes les plus connues, de Tao Samrouche et de Djamila Debeche, les premières, les pionnières. Elles ont publié la même année, en 1947. Je donne cet exemple pour expliquer non seulement qu'il y a une forme une forme de règle, de règlement auquel il faut répondre pour exister en tant qu'écrivaine. Je donne l'exemple de Tawes et de Djamila parce qu'elles sont femmes, mais elles sont aussi les premières. Mais ce n'est pas pour autant que ces anthologies les mettent en avant ou mettent leurs travaux ou les thématiques développées par ces deux femmes dans leurs écrits, dans leurs livres, ne sont pas aussi analysées et leur lecture n'est pas si actualisée que ça. Donc je critique, je donne une vision critique de ces anthologies, j'actualise ces critères pour parler d'algérianité, pour dire aussi qu'il y a d'autres femmes qui ont subi aussi les mêmes les mêmes circonstances pour les éloigner du centre de l'existence littéraire ou de leur rendre un hommage pour dire qu'elles étaient effectivement importantes dans ce champ littéraire nord-africain, algérien notamment. De part, pour l'une, pour Djamila Debeche, on l'a tout de suite classée comme étant une femme qui a plutôt voulu émanciper les femmes algériennes de manière à ressembler aux françaises à l'époque sous la colonisation. Donc tout de suite elle est classée comme assimilée. Et c'est dommage qu'on s'arrête là à ce statut d'assimilée et que tout le travail de cette femme soit oublié par uniquement l'avis qui a été émis par un spécialiste à l'époque, mais qui a critiqué évidemment pas que Tao Samrouche, que Djamila Debeche, mais Assia Djebar plus tard, Mouloud Mamri, Feraoun et bien d'autres qui seront critiqués sous différents angles. Pour les unes, c'est assimilé, elles sont assimilées françaises, pour les autres régionalistes, et ainsi de suite. Donc il y a cette règle qu'il faut rentrer dans une forme
forme, dans un carré, dans une catégorie, pour dire que je suis algérienne, pour dire que tel est écrivain ou écrivaine algérienne, pour rentrer dans ce calibre ou dans cette catégorie. Voilà, donc c'était sous la colonisation, mais plus tard aussi, va suivre après l'indépendance, il va y avoir d'autres symptômes et d'autres raisons d'éloigner certaines personnes de ce champ littéraire ou de ce paysage littéraire algérien. Alors, on reviendra sur ces questions. Vous consacrez beaucoup de pages, une longue critique à son premier roman, à Jacinthe Noire. Alors, qu'est-ce que représente Jacinthe Noire, justement, dans son travail, et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, en quoi, effectivement, elle pose une structure romanesque et un personnage tout à fait nouveau et qui va être déterminant tout au long de... Enfin, qui rassemble une partie de ce que sera l'œuvre et le parcours de Tahoser Mrouch. Oui, effectivement, vous avez raison, parce que c'est voulu, hein, j'ai voulu donner cette place à Jacinthe Noire. Oui, parce que vous parlez énormément, un peu Solitude mammaire, mais c'est vrai que c'est le roman qui est central dans votre travail. Alors, c'est le livre par lequel la voie a été ouverte. C'est avec ça que les femmes sont venues à l'écriture. Les femmes d'Afrique du Nord sont venues à l'écriture en langue française. Jacinthe Noire donc raconte ce passage-là, court qu'il soit, mais qui est très chargé par plusieurs thématiques qui traversent le livre. Alors, il a été analysé par Denise Brahimi, par Afifa Berei, et bien d'autres, mais je voulais lui apporter une nouvelle grille d'analyse et une nouvelle lecture, actualisée effectivement, avec les concepts que je voulais aussi intégrer dans mes recherches, notamment l'intersectionnalité. Et donc, ce concept a permis aussi de montrer plusieurs aspects qui ont été plus ou moins négligés dans les lectures précédentes ou dans les analyses publiées ou faites sur le livre. Je voulais lui donner une dimension plutôt actuelle, dans le sens que lors de l'écriture de ce livre, dans les années 30, de 1934 à 1939, il y a un contexte historique de colonisation. Tahoser Mrouch, malgré sa chrétienté à l'époque, malgré le prénom chrétien qu'elle portait, malgré la langue française qu'elle parlait excellemment bien à l'époque, malgré tous ces aspects qui faisaient d'elle une personne émancipée, une personne intégrée, on va dire, dans le paysage de ce pensionnat catholique à Paris, elle n'a pas pu s'intégrer, elle n'a pas pu être elle-même. Les raisons sont multiples, mais moi je lis principalement le racisme comme étant la principale raison de son abandon et de ce qui a accablé sa présence dans ce pensionnat. Donc le fait qu'elle se disait berbère, kabyle, qu'elle parlait de ses origines, de par sa différence physique, de par son amour aussi pour tout ce qui est exubérance physique et vestimentaire, donc de sa manière d'être, de sa manière de se farder, de se maquiller à l'époque, de se dire aussi, d'exister tout simplement, comme on dit. Donc tout ceci a fait qu'elle soit perçue comme une menace à cet ordre dans ce pensionnat catholique qui menace, mais aussi elle a été vue et analysée, surveillée, contrôlée dans ses faits et ses gestes. Et donc la lecture par la race était principalement mon objectif dans l'analyse que j'ai apportée à Jacinthe Noire. Ça, d'une part, mais il y a aussi donc l'autre aspect, l'aspect, comme je le disais, d'être femme, d'être la pionnière, d'être la première par qui l'écriture féminine arrive
Et vous dites qu'elle invente, avec Jacinthe Noir, qu'elle invente un genre. Oui. Ce n'est pas c'est pas de la Bible, c'est pas de l'autobiographie. Effectivement, c'était la première pour le coup qui a mêlé cet aspect de faire intervenir un troisième personnage qui est Marie-Thérèse, hein, qui va raconter son histoire. Elle ne la raconte pas directement par elle-même, c'est-à-dire le jeu est absent, mais il est présent sans être présent. Elle fait intervenir cette tierce personne qui est Marie-Thérèse pour raconter sa propre histoire. Peut-être le choix de Marie-Thérèse en tant que personnage, déjà elle n'a pas choisi, on va dire, un personnage kabyle ou berbère. C'est aussi une technique dans l'écriture, peut-être pour tromper aussi le lecteur, hein, dans sa façon dans son horizon d'attente de cette narration qu'elle va faire, de ce récit qu'elle va faire, de cette histoire de reine, hein, le personnage principal. Donc elle va essayer de surpasser toutes les règles et de les transgresser, toutes ces règles qui font que l'autobiographie soit ainsi faite, soit ainsi écrite. Elle va détourner toutes ces règles, elle va apporter un nouveau genre d'écriture autobiographique, elle va l'assumer avec son nom et prénom, donc il n'y a pas de pseudonyme, comme on peut des femmes en général, comme ça va être aussi le cas pour d'autres écrivains qui vont venir après elle, notamment Assia Djebar, qui va prendre un pseudonyme, mais elle, donc, et même Jamila Debeche aussi, n'a pas pris de pseudonyme, d'où cet intérêt aussi que j'ai pour ces deux femmes, parce que au-delà de la transgression, d'un nouveau genre, du fait qu'elles assument aussi leur émancipation intellectuelle, Pour en revenir, alors c'est vrai, il y avait cette citation terrible de Jean Amrouche, monstre, etc. On a envie de dire aujourd'hui, dans le monde des migrations, dans le monde des rencontres, dans le monde de la mixité des rencontres, etc., dans le monde du métissage, si ce n'est généralisé, en tout cas bien présent, les perspectives sont peut-être plus heureuses. Mais ce qu'on peut quand même retenir aujourd'hui à travers votre travail et le livre et l'œuvre de Taous Amrouche, c'est que elle nous offre finalement, elle fait quand même le pari de la complexité. Elle fait le pari d'une pensée du multiple. Là où peut-être il est tellement plus facile d'aller vers le binaire. Et une appartenance unique, facile. Elle embrasse tout, elle veut sa tour de Babel, elle souffre pour cette tour de Babel, mais c'est ce qu'elle creuse. C'est là où réside la difficulté d'exister. Oui. C'est là. Et le problème de Taous, comme du reste de la famille, des enfants de la famille, était là justement. Être rejeté par les siens et ne pas être accepté par les autres. Ceux qu'on croyait être aimés par eux ou par elles. Donc il y a cette déception qui arrive, et ce désenchantement qui arrive. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce passage qu'elle écrit dans Solitude ma mère. Je peux le lire si vous voulez. Bien sûr, au contraire. Donc Solitude ma mère, c'est un des livres de Taous Amrouche qui est publié posthume, où elle décrit ce sentiment de n'appartenir à aucun camp finalement, ni au Kabyle, ni ce sentiment d'être rejetée par les deux camps, et elle le décrit, elle l'écrit sous forme de l'Afrique. Et là aussi, il y a un aspect qu'on peut lui attribuer, son amour de cette Afrique, de ce continent, qu'elle lie aussi évidemment à sa berbérité. Je la cite: « Comme ma mère l'Afrique, qui depuis des millénaires a été convoitée, violée par les invasions successives, mais se retrouve immuablement elle-même, comme elle, je suis demeurée intacte,
malgré mes tribulations. La fatalité qui me poursuit, je sais aujourd'hui quel est le lot de tous les déracinés à qui l'on demande de faire un bond de plusieurs siècles. Ignorante, poussant au gris du souffle rude de nos montagnes, mon destin eût été celui d'une fille de notre tribu. Ni Racine, ni Mozart ne m'eussent manqué. C'est la civilisation qui a fait de moi cet être hybride. Pourquoi faut-il que ce flambeau que l'on se flatte de porter aux populations primitives provoque des déchirements et rende inapte au bonheur et à la satisfaction morale tout ce qui me ressemble? Repartir à nouveau, se remettre à croire. Fin de citation. D'ailleurs, c'est une des dimensions qui est pratiquement... j'ai l'impression, c'est peut-être une exagération, mais elle accole pratiquement systématiquement le continent africain, l'Afrique, à sa dimension berbère. C'est pas trop le cas aujourd'hui. Oui, c'est pas le cas, mais c'est dans le contexte aussi de la colonisation. Oui. Vous voyez, la colonisation, donc, bien il n'y a pas très longtemps, certains hommes politiques ici en France ont sorti les effets, les bienfaits de la colonisation. Hein. Donc il y a ce flambeau, comme elle l'écrit, apporté aux populations primitives, c'est-à-dire cette colonisation a été justifiée par le fait que ces populations d'Afrique du Nord ou d'Afrique en général ont été des sauvages, des barbares, que la civilisation, pour qui la civilisation a apporté la science, a apporté les lumières. Donc elle reconnaît qu'il y a de ça, oui. On nous a apporté une science de la technologie, etc. C'est les deux France de son frère, Jean Amrouche. Exactement. Donc il y a de ça, elle le reconnaît. Mais pourquoi cet aspect va dominer et va rendre des êtres comme elle, c'est-à-dire des êtres hybrides, qui ont embrassé la religion chrétienne, qui ont aimé la langue française, à un déchirement, à ne pouvoir se reconnaître donc ni par les leurs, c'est-à-dire les Kabyles, ni par les autres. Ils seront rejetés donc des deux parts et seront destinés à cette souffrance, à ce déchirement identitaire. Comment s'est manifesté chez Taos Amrouche son engagement justement pour la défense des langues, des cultures berbères, de la kabylie, etc., à la fois sur un plan culturel, mais aussi militant, associatif, voire politique, parce qu'il y a aussi une dimension politique à un moment, surtout dans l'Algérie indépendante post-62 ? Oui, sous la colonisation... le fait donc d'avoir comme mission la promotion, promouvoir ces chants berbères, les défendre, les sauver de l'oubli, a été donc pour elle comme un objectif à accomplir. Donc, et sur scène, on voit donc une Taos Amrouche dans les années 40 et 50, une femme sur scène qui assume donc ses origines, qui assume ses racines et qui donne à voir donc au public français, typiquement français à l'époque, dans ces années où dans la diaspora, dans l'immigration, on n'a pas beaucoup les moyens d'aller de se payer un billet pour voir Taos Amrouche, et puis les ouvriers, enfin généralement, ou les gens de l'immigration avaient d'autres préoccupations que celle donc de s'intéresser au domaine artistique. Pourtant, elle ambitionnait de chanter pour la communauté kabyle. Elle ambitionnait, mais elle savait que c'était aussi les conditions qui n'étaient pas réunies et qui ne permettaient pas aux Kabyles de la diaspora d'aller la voir au théâtre du Châtelet ou au théâtre de la ville ou dans des lieux qui sont réservés généralement aux gens qui ont une certaine aisance financière pour se permettre ce genre de loisirs. Donc elle chantait exclusivement pour un public français, un public européen notamment, en Italie, à Madrid, en Suisse, un peu partout, mais pour rester en France, donc cet aspect qu'elle donnait donc de ses racines, de ses origines, de sa culture, de ses chants qu'elle portait, donnait à voir une femme qui était engagée, non seulement à les préserver, à faire leur promotion, mais aussi
aussi à les inscrire dans cette universalité, hein, cet universalisme qu'elle espère au fait et qu'elle souhaite de tout son être. Et donc là, il y a cette dimension culturelle, identitaire qu'elle donne à voir sur scène, mais il y a aussi un autre travail qu'elle a mené à la radio, hein, en réalisant des émissions en kabyle, entièrement en kabyle. Donc il y a donc ce désir, cette volonté de mettre la langue berbère, la langue kabyle, la culture, l'identité dans le paysage français, dans ces années où il était difficile déjà d'être algérien tout court, dans ce Paris, dans cette France, mais elle va très loin, donc elle va vers faire la promotion de cette langue, de cette culture, de cette identité pleinement à travers ses émissions de radio, à travers les interprétations, les concerts qu'elle va faire. Elle va même participer et être peut-être à l'initiative de la création de la première académie berbère avec celle des intellos entre guillemets, avec Mouloud Mamri et son appartement sera même le siège. Tout à fait. Donc l'académie berbère est née donc dans son appartement parisien. Elle était membre avec d'autres militants engagés pour la cause berbère à l'époque, et donc ils vont mener ce combat, et là va commencer aussi un autre travail intellectuel, celui de fixer la langue berbère, tamazigh comme on dit, et fixer donc proprement dit linguistiquement cette langue dans le paysage nord-africain. Ce livre est disponible bien entendu à la CD, mais surtout chez notre partenaire, à la librairie Les Maronites, qui se trouve rue des Maronites. Et vous pouvez le commander ou le trouver chez notre partenaire. سماني مدن المنفي